vous avez M. Tshisekedi, il y a moins d'une année, nous sommes en pleine campagne électorale, décembre 2023, je crois, oui, décembre 2023, donc un peu plus d'une année. M. Tshisekedi nous a dit qu'il ne parlera plus à Paul Kagame. M. Tshisekedi a dit que lui ne rencontrera Paul Kagame que na Lola et pas Nzambe. Je pose la question. Le Qatar est-il devenu le paradis? Le Qatar est-il devenu le paradis? Il faut que Tshisekedi réponde à cette question. Le Qatar est-il devenu le paradis? Ici, ça me renvoie dans toutes les analyses que je vous ai toujours faites lorsque j'évoque la médiocrité de Tshisekedi. Tshisekedi est un homme indigne. Tshisekedi ne s'est jamais mis à la hauteur des fonctions. Tshisekedi n'a jamais compris que comme président de la République, on ne peut pas faire et dire n'importe quoi et n'importe comment. Tshisekedi n'a jamais compris que la parole du président, la parole du chef est sacrée. Que le chef, avant de dire un mot, il doit prendre tout son temps. Tshisekedi est un homme qui expose la République au ridicule. Tshisekedi a la farine à la place du cerveau. La preuve, vous pouvez des vidéos comme ça multiplier où il dit une chose le matin, il dit son contraire le soir, il revient sur la chose le lendemain. C'est un homme indigne qui n'est pas à la hauteur de ses fonctions. J'en viens au contexte. Ils se rencontrent au Qatar. Pourquoi le Qatar et pourquoi maintenant? Pour 2-3 raisons. Ici, je vais parler du contexte, je vais vous donner les informations et puis je vais analyser. Tshisekedi qui disait qu'il ne parlera à Paul Kagame qu'au ciel. Tshisekedi qui disait que discuter avec les terroristes des M23 est une ligne rouge que lui ne traversera pas. Tshisekedi se voit aujourd'hui dans l'obligation de revenir et de courir derrière les lignes rouges que lui-même a placées. Pourquoi? Parce que le contexte change. Le rapport des forces sur terrain amène M. Tshisekedi à redescendre vite sur terre. Lorsque Tshisekedi disait que moi, personne ne peut m'empêcher. Lorsque Tshisekedi disait que je ne parlerai à Paul Kagame qu'au ciel. Lorsque Tshisekedi disait que les M23 sont des terroristes et la question de se mettre autour d'une même table avec une ligne rouge, Goma n'était pas encore tombé, Bukavu n'était pas encore tombé. Aujourd'hui, c'est un Tshisekedi faible, coincé au mur, qui s'est rendu compte que non seulement qu'il a perdu Goma, qu'il a perdu Bukavu, mais aussi et surtout qui est conscient de la dynamique défavorable au sein de son armée. Il sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas compter sur son armée. Il ne peut pas compter sur son armée. Tshisekedi le sait. Il est impossible aujourd'hui de croire que l'armée congolaise a la possibilité de renverser la tendance de la situation militaire sur terrain. La question des renversements militaires de M. Tshisekedi est un acquis. Il ne reste plus qu'une question de temps. Parce que diplomatiquement et militairement, Tshisekedi sait surtout sur le plan militaire qu'il ne peut compter sur personne. Les Sud-Africains avec la SAMI et RDC s'en vont. Le Tchad a opposé une fin de non-recevoir. L'Angola ne peut pas intervenir. On lui a dit que nous sommes des médiateurs. Nous ne pouvons pas être des parties prenantes de ces conflits. Les mercenaires roumains avec ces voyous des Franco Tombabwa Munda et Kao Mandungu qui lui ont volé des centaines de millions de dollars. Donc, militairement, c'est un homme affaibli. Du coup, le contexte fait que il est dans l'obligation de trouver d'autres stratégies. Un, pour tenter de sauver sa peau, au meilleur des cas, et au pire des cas, gagner du temps. Ces deux volontés-là, ces deux quêtes-là l'amènent à accepter ce que hier était, entre autres, accepter de discuter avec les M23 et rencontrer Paul Kagame. Ça, c'est du côté de Tshisekedi. Du côté Rwanda, le Rwanda n'a pas grand-chose à gagner. Mais il faut aussi replacer le Rwanda dans un contexte particulier sur le plan mondial. Les lobbyistes payés par Tshisekedi
ont réussi à engager quelques victoires diplomatiques au nom de Tshisekedi. Même si ces victoires-là sont de nature à ne pas changer la configuration de la situation sur le terrain. Mais, honnête, on doit reconnaître que des millions de dollars que Tshisekedi dépense bêtement en payant des sociétés de lobbying, qui font des lobbying, ont réussi à lui obtenir quelques sanctions contre le Rwanda. Et d'une certaine manière, sur le plan de l'image du Rwanda, qui, par-dessus tout, vit essentiellement des contributions étrangères à près de 50% de son budget national, peut avoir aussi influé d'une certaine manière pour que Paul Kagame accepte cette rencontre. Donc, d'un côté, vous avez un Tshisekedi faible. Aimons la vidéo, les amis. Donc, d'un côté, vous avez un Tshisekedi faible, ayant perdu toute capacité de résistance militaire, et de l'autre, vous avez ces quelques victoires avec les sanctions prises contre les autorités rwandaises. Donc, il y a quelques... les murs, c'est quelque peu lézardé du côté des Rwandais. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'influence du Qatar. Et parlons de l'influence du Qatar, je suis toujours dans le contexte, vous allez comprendre la vision de ces deux hommes. Le Qatar est un partenaire stratégique du Rwanda comme pays. Parmi les pays qui investissent, qui apportent la manne financière et la stabilité socio-économique au Rwanda, le Qatar est un partenaire de choix. Rwanda aujourd'hui se bat pour devenir une des compagnies respectées en Afrique. Rwanda en réalité est une sorte de filière en miniature de Qatar Airways. Le Qatar construit un des plus grands et des plus beaux aéroports d'Afrique au Rwanda, à Kigali. Donc dans les années qui arrivent, vous allez remarquer. Quand vous regardez les pays soutenus par le Qatar, vous prenez le Paris Saint-Germain, vous prenez Arsenal, vous allez voir devant ici Qatar Airways ou Fly Emirates, et à côté vous avez Visit Rwanda. C'est en termes de millions de dollars. Ils invitent les gens à visiter le Rwanda. Ça, c'est l'œuvre du Qatar. Donc, économiquement, le Qatar est un partenaire privilégié du Rwanda. Le Rwanda, comme pays, bénéficie énormément des apports financiers et des apports socio-économiques du Qatar. Ça, c'est du côté Rwanda. Voilà maintenant la différence entre le Rwanda et Tshisekedi. De l'autre côté, vous avez un malade mental, un fou. Ici, vous avez le Qatar qui se déplace comme État pour aller investir dans un autre État et qui permet à cet État de se développer. De l'autre côté, vous avez un fou, un malade mental qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui lui pille son pays pour son compte personnel, in tuto personae, et qui va investir au Qatar. Parce que Tshisekedi aujourd'hui, à Dubaï et au Qatar, c'est là qu'il a créé des pôles économiques de tous les milliards qu'il vous vole avec Kao Mandungu. Tshisekedi a des milliards dans des comptes des Émirats Arabes Unis. Tshisekedi a des quartiers entiers achetés à Dubaï et à Doha. Tshisekedi a des actions dans des sociétés à Dubaï, comme individu. Donc vous avez ici deux manières de voir les choses. Vous avez ici deux façons de concevoir les choses. Et quand on en parle, on vous allez dire que Perrault c'était un Rwandais. Je veux mettre les choses sur la table. Et je voudrais que les gens viennent me regarder, que l'on discute. Quel est l'intérêt financier que le Qatar a au Congo? Le Qatar a tenté de venir dans l'histoire de l'or, ça n'a pas marché. Le mine que le Qatar voulait exploiter, entre autres, c'était les mines de Corneille Nanga qui l'amènent aujourd'hui peut-être à faire la guerre. Que Denis Ignakeru et Bissele les ont volés. Que Denis Ignakeru ont volé. Donc, vous avez un Paul Kagame qui a des investissements chez lui, comme État, les Rwandais comme communauté, comme pays en profitent, et de l'autre, vous avez un malade mental, un fou, avec la farine à la place du cerveau, qui lui pille son peuple et va mettre ses intérêts au Qatar. Donc, vous avez ici deux protagonistes
qui, selon chacun, à des niveaux totalement différents, a des entrées et des intérêts au Qatar. Le Rwanda, parce que le Qatar travaille avec le pays, développe le pays. Et le Congo, parce que Tshisekedi, les voleurs, les bandits, volent son pays et va investir au Qatar. Donc les deux parties ont des... Excusez-moi, les deux parties ont des intérêts au Qatar. Je suis toujours dans le contexte et je vous donne des informations. Premier élément, je parle de la sécurité, plutôt des rapports de force sur terrain. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Pourquoi maintenant? Mais non, parce que le Qatar... Pourquoi aller mais non, donc parce que déjà sur le plan de la sécurité, le rapport des forces ont changé. Tshisekedi dit qu'il s'est affaibli. Lui-même, il a défait les lignes rouges qu'il avait placées. Et de l'autre, c'est l'obéiste, ont réussi à lui engager quelques victoires diplomatiques avec des sanctions contre le Rwanda. De l'autre côté, vous avez les intérêts économiques du Rwanda comme pays, et vous avez des intérêts économiques du fou de Félix Tshisekedi comme individu, de tout l'argent qu'il vous vole et qu'il va investir là-bas. Donc, ils ont des intérêts. Ce qui fait que l'émir du Qatar a donc eu la possibilité, au regard de tous ses intérêts, et sur des demandes pressantes de M. Félix Tshisekedi, soit dit en passant, je précise, que la rencontre a eu lieu sous des demandes pressantes de M. Tshisekedi, l'émir du Qatar a donc voulu mettre ces deux personnes autour d'une même table. Je reste toujours dans le contexte. Mais il y a un grand perdant dans cette affaire avant que je n'entre en profondeur. C'est l'Angola. En acceptant d'aller au Qatar, et Tshisekedi et Paul Kagame d'une certaine manière, Babeti président angolais 12. Babeti président angolais 12. Parce que Joao Lorenzo s'est battu tout le temps pour ça. Je reviendrai sur l'Angola après. Je donnerai d'autres détails sur l'Angola. Laissez-moi d'abord analyser et entrer en profondeur. Alors après, j'ai vu aujourd'hui, depuis hier, par rapport à cette rencontre, les gens s'affolaient. Les gens s'affolaient. Ah! Guerre Sili, Guerre Sili, Nangasuki, Tshisekedi vainqueur, Tshisekedi a gagné. Moi, j'étais en train de préparer mes histoires. Il y en a qui m'attendaient pourquoi je n'ai pas parlé de cette rencontre que ma caméra n'a pas Koufi. Il y en a d'autres qui m'appelaient même Perrault, regarde maintenant, regarde maintenant, regarde maintenant. Ils ont décidé de cesser le feu. Avant de vous dire deux, trois choses, laissez-moi quand même constater que c'est malheureux. C'est malheureux pour Tshisekedi, c'est malheureux pour le Congo. Aujourd'hui, votre avenir, votre devenir comme pays est assis sur du sable mouvant. Vous vous accrochez à une petite rencontre. Le Congo, 2 345 410 km² de superficie. Plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda, 23 000 km, à peu près 13 ou 14 millions d'habitants. Vous, Congo, vous pensez que votre survie, et vous laissez passer ça, votre survie aujourd'hui, c'est les résolutions des Nations Unies, c'est les sanctions de l'Union européenne, c'est la rencontre avec l'émir du Qatar. Ils sont contents. Bande d'idiocrates. Ils ont paupérisé leur propre armée. Ils ont détruit leur propre armée. Ils ont volé leur propre armée. Ils ont mis en place un système mafieux qui pille l'argent d'achat d'armes. Et aujourd'hui, l'espoir, il s'accroche même à des petites choses comme ça. Ok. Je vais lire les communiqués finaux et je vous dirai ce que j'en pense. Laissez-moi retrouver les communiqués publiés par le gouvernement du Qatar sur cette affaire. Et puis on va très vite calmer les tempérer la version française. Voilà ce que les communiqués disent. Doha, le 18 mars 2025. Dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha
le mardi 18 mars 2025, à laquelle ont participé Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, émir de l'État du Qatar, Son Excellence le président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et Son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Ok? Les chefs d'État ont salué les progrès des processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors du dit sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans le processus de Luanda dorénavant fusionné. Son Excellence le président Paul Kagame, président de la République démocratique, président de la République du Rwanda, et son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont remercié l'État du Qatar. Tralala. J'ai vu d'explosions de joie. Moi, hier, quand j'ai lu ces communiqués, je me suis dit, mais attends, est-ce que les gens ont la même compréhension des choses? Les amis, ces communiqués ne disent absolument rien. Ces communiqués ne disent absolument rien. Diplomatiquement parlant, aucun engagement n'a été pris. Parce que j'ai vu les gens s'attarder sur cette affaire de cesser les feux immédiats. Je vais les relire. Les chefs d'État ont salué les progrès tenus Dar es Salaam le 8 mars. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions et... Attendez, je vais retrouver ça. Les chefs d'État ont salué les progrès du processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement. C'est une réaffirmation d'un engagement qui a été pris précédemment. Et cet engagement n'a jamais été respecté. Les communiqués qui évoquent le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel vous renvoient à la décision prise le 8 février dernier à Dar es Salaam, lorsque le sommet conjoint EAC-SADC a été organisé. Et rappelez-vous, j'ai longuement développé ici que le plus grand vainqueur de ces sommets, c'était le Rwanda. Quand vous lisez le rapport, le communiqué de ces sommets, nulle part le Rwanda était cité comme pays agresseur. Le sommet a même décidé d'appeler à cette époque-là à l'ouverture des négociations directes entre la RDC et le M23, ce que Tshisekedi refusait de cette époque-là. Allez regarder sur mes vidéos, je vous ai largement parlé du sommet SADC et EAC. Ici, vous avez une volonté réaffirmée d'un engagement précédemment pris. Le communiqué vous renvoie à la réunion tenue le 8 février, où des engagements pour un cessez-le-feu avaient été pris. Mais il s'agit d'engagement. Mais aucune décision, nulle part, que ce soit à Dar es Salaam, que ce soit à Doha, Paul Kagame et Tshisekedi ont apposé leur signature dans un document qui stipule que nous décidons. Ils n'ont nulle part décidé de cesser le feu immédiat et conditionnel. De cesser le feu immédiat et conditionnel. La preuve, c'est qu'ils se sont retrouvés hier au Qatar. Aujourd'hui, Nanga vient de prendre Walikale. Pendant que je fais cette émission, Nanga a pris ce soir ici Walikale. Walikale centre aujourd'hui est passé sous contrôle des Nanga. Et là, le chemin vers Kindu, vers Kisangani, il se rapproche de ça. Mais si ceux qui estiment que l'émir du Qatar a réussi à donner Tshisekedi la paix sur un plateau d'or parce qu'il a réussi à le mettre autour d'une même table avec Paul Kagame, aujourd'hui, là, ce soir, Walikale passe sous contrôle du M23.
Les M23 viennent d'entrer à Walikale centre ce soir. Mais quel est maintenant l'impact? Quelle est la force de ces communiqués